Salut à tous, ici Infinity Soul pour ce deuxième podcast de Buddy France. Avec moi, le caïd de Vanguard. Bonjour, ici le cueil de Vanguard. Alors, pour ce deuxième podcast, on va rapidement reparler du BSF, comment on l'avait senti, comment c'était. Et puis après, on ira directement dans le world de ce podcast, c'est-à-dire Dungeon World. Alors, tout d'abord, vas-y, Kaïd, parle de ton BSF en premier. Alors, donc F, je vais être rapide. Hein, donc, c'était mon premier BSF de D-Fight. Donc, mon premier gros tournoi de D-Fight. Hein, j'en avais jamais fait avant. Donc, au niveau de l'ambiance, je me suis vraiment bien amusé. J'ai rencontré des joueurs que je ne connaissais pas, dont le vice-champion d'Angleterre, euh, Dark Tiro. Donc, le deck a bien tourné. J'ai fait 4-1 avant top 8, donc j'ai accédé au top 8. Mais je me suis fait sortir par Jack Kuhn, qui est actuellement le nouveau champion de France. Donc voilà, je me suis bien amusé et donc c'était vraiment marrant. Donc on va dire que c'était un bon BSF pour moi. Ah bah tant mieux, puisque pour moi c'était pas tant le cas. Je me suis un peu ramassé avec mon Wizard. J'ai fait juste 2-3. Je suis pas spécialement content de la performance, mais bon, j'ai pu passer une bonne journée où au final j'étais un peu agréablement surpris du résultat, vu que quand je suis allé au BSF, j'avais pas mal sous-estimé mon deck. Je pensais vraiment qu'il pouvait pas affronter le méta, mais si. La plupart de mes parties, en fait, elles étaient vraiment super serrées. Donc c'était vraiment intéressant. Euh, Ouais, sin- ouais, faut dire qu'il y avait une bonne diversité de decks dans au BSF. Après, on a vu des decks qui vraiment dominaient le top 8, hein, Star Dragon World par exemple. mhm. Ouais, c'est marrant. Attends, ce sont tous les Anglais qui se sont ramenés avec leur Star Dragon World. Alors oui, le champion d'Angleterre, qui est le champion d'Europe, je crois, avait un Star Dragon World, mais son ami qui était vice-champion, lui avait un Sun Dragon. Ah, ah d'accord, moi je l'ai pas vu. Mais au final, les deux Star Dragon World du Était en vice top, ouais, étaient en top 4, et ouais. ouais, était en top 4, ouais. Donc c'est assez marrant à voir. Après, en top 4, il y avait Jakun avec son 72 Pillars et un autre joueur qui jouait. Qu'est-ce qu'il jouait déjà? Il jouait Undead Demon. Yamigedo. Ouais, il voyait Undead Demon. Ouais, il jouait un Dread Demons. Je me rappelle la partie la plus longue de Buddy Fight. Ouais, c'est vrai qu'elle a duré pas mal de temps. Et au final, c'est Yoaf qui l'a gagné, ce qui l'a fait permis d'accéder à la finale. Finale qui s'est pas jouée Ouais, vu que l'autre c'est. finaliste a dû rentrer, donc bon. Oui, alors pour une petite précision, en fait, Jakun devait affronter le champion d'Angleterre en finale, sauf qu'il a dû partir pour prendre son avion. Donc il lui a laissé, comment dire, la place de champion. Bon, c'est pas, on va pas, Jakun n'y est pour rien. Donc s'il y en a qui pensent que oui, il a eu la victoire facile, mais bon, entre un avion et un match, moi je pense que j'aurais fait la même chose. J'aurais préféré prendre mon avion à l'heure. Mais Mais ils se sont mis d'accord pour faire un match à l'Europe, donc au continental, pour savoir qui aurait vraiment gagné la finale. Donc voilà. oui, et c'est vraiment pas pour discréditer Jakun. En plus, si je me trompe pas, dans toutes ses parties, jusqu'à la finale qu'il a pas fait, il les a toutes gagnées. Donc Ouais, avant le top 8, non, je crois qu'il avait perdu une game avant le top 8, je suis pas sûr. non, je crois qu'il était en Mais parfait. sinon, ouais, je crois qu'il ouais, il était imparfait. Bah, de toute Ouais, façon, ouais, dans il tous les était cas, en il avait tout parfait, je me gagné. Donc, rappelle, et il a dit qu'il a brisé enfin, qu'il a pu passer outre la malédiction du parfait des rounds. Oui, bah, oui, c'est vrai, parce que quand je l'ai affronté au début du top 8, il avait peur de cette malédiction, justement, parce que vu qu'il avait fait perfect avant le top 8, il avait peur de perdre contre moi. Bon, malheureusement, j'ai perdu parce que j'ai pas touché de shield, donc c'est le jeu, hein, c'est pas très grave. Et donc, il a gagné contre moi, il a tout gagné, et voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un excellent joueur de D-Fight. Donc, Jakul, si tu regardes ce podcast, je t'aime, voilà, tu es un joueur, je t'admire. Euh, bah, attends, maintenant, dernier truc auquel je voudrais parler sur le BSF avant qu'on passe sur Dungeon World, c'est quand même l'absence de Monstre Impact. Je sais pas si t'avais remarqué ça, mais
Star Dragon World, 72 Pillars, Bah, Yamigedo, aucun de ces trois decks qui ont été les plus importants du format ne jouait de Monstre Impact. alors après, en Star Dragon World, c'est compréhensif parce que ils vont surtout se baser sur Aster et le Cross Knights pour vraiment dominer la partie, sachant que l'Impact Monster Star Dragon World, euh, il demande de mettre d'enlever trois Dragonlance de la Soul pour afficher des damages et c'est pas vraiment combo avec Aster et tout le support qu'il y a autour, donc c'est compréhensible. Après, en 72 pilars, l'impact monster Asmodai est vraiment excellent. Donc après, peut-être que je pense que Jakku le jouait. Je l'ai pas vu sortir contre moi. Et après, il y avait la plupart des decks qui jouaient Impact Monster, c'était surtout Darkness et Dragon World avec Sun Dragon. Donc c'est vrai qu'il y avait une petite absence de Impact Monster, mais vu que c'est le début du nouveau format avec justement ces Impact Monster, c'est compréhensible qu'au BSF, je n'en ai pas vu beaucoup. Mais je pense que par la suite, à l'avenir, on aura plus de decks avec des Impact Monster qu'actuellement. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, ça montre que les Impact Monsters, ils dominent pas non plus pour autant. Ça reste un choix qu'il faut faire. Et si Jakun a joué l'Impact Monster 72 Pillars, je pense pas qu'il ait joué plus d'une fois, genre grand maximum. Donc, Après, Jakun avait un deck qui était vraiment stable et qui avait une synergie, on va dire presque parfaite. Donc l'impact monster, à mon avis, c'était vraiment un bonus dans son deck qu'une nécessité pour le jouer. Donc moi, je pense plus que c'était un bonus surtout. oui, et aussi ça cassait un peu sa formation de triple size one, vu que ça te faisait oversize à la fin du tour. Voilà. Donc, donc voilà, ça se comprend. Mais bon, on a les prochains boosters qui va ramener pas mal d'impact monster dans à peu près tous les decks. Et je pense Ouais. que ça va pouvoir devenir intéressant. Donc bon, maintenant parlons de notre cher world, Dungeon World. Donc j'ai un peu l'impression d'être maudit vu que jusqu'à là les deux worlds qu'on a dû voir ce sont mes deux worlds que je déteste le plus. Hero World et Dungeon World. Ah, c'est des worlds que j'ai joué, Ah donc forcément. ouais, forcément. Alors Dungeon World. Donc Dungeon World, c'est un world, on va dire. Pour moi, quand j'ai vu Dungeon la première fois, je me suis dit, oh, ça me fait penser un peu à des RPG, etc. Et en fin de compte, c'est le cas. C'est vraiment un world RPG. Euh, et on va parler des decks. Donc, on va commencer par le. Qu'est-ce que tu veux qu'on commence? Bah attends, déjà je vais parler des quels decks sont les plus viables dans Dungeon World. Et Ouais, les deux decks les plus viables, donc c'est Night Mix et Demon Lord. Donc jusqu'à là, t'es d'accord? ouais, là, je suis Parce d'accord. que, genre, donc Night Mix, c'est la combinaison de Night Adventurer et de Dungeon Enemy. Puisque, C'est ça. au final, si on sépare ces deux archétypes et qu'on les joue l'un sans l'autre, bah, ils sont quand même beaucoup moins efficaces parce que ils perdent les cartes comme Continue et la size 2 qui fait Kosher. Attends, je te recherche le nom. Euh, Donc, le size 2 dont on parle, c'est un size 2 en fait qui permet de renvoyer un dungeon ennemi et un adventurer en dessous du deck pour gauger un et piocher un. Donc ouais, ça permet vraiment de ouais, recycler un peu de l'ECA. ouais. C'est Arthur Klein, voilà, je viens de retrouver son nom. Donc oui, censé... Ah oui, aussi ça perd, genre par exemple, Adventurer perd la possibilité d'utiliser Succubus qui va chercher ses missions, et de manière générale, Dungeon Enemy tout seul, c'est juste pas très fort. Et ensuite, Un, bah, Demon Lord, c'est un peu justement ce Dungeon Enemy mais upgradé, genre en meilleur, avec de meilleures cartes et de meilleures options. c'est ça. Tout en disposant aussi des options Dungeon Enemy à leur disposition. Donc voilà, Après, bah ouais. je suis pas trop fan des Demon Lord. Je sais pas, j'ai pas accroché à leur artwork, mais
on va dire que c'est un bon archétype dans Dungeon World. Euh, Par exemple, les Omnilords, donc l'Omnilord Visceria et l'univers Omnilord Dark Visceria sont des Demon Lords, et juste d'avoir ces deux cartes en Demon Lord, ça prouve que l'archétype peut faire de bonnes choses, et le support qui est autour est vraiment, vraiment très bon. Bah tiens, tant qu'on est sur Demon Lord, on va commencer par lui alors. Eh ben, allez. Donc oui, je pense Miseria c'est surtout la carte numéro un du deck. Ah, ça, ouais, ça c'est sûr. Alors, Mysteria et Dark Mysteria, c'est, si vous jouez Demon Lord, c'est deux cartes obligatoires à jouer. Parce elles sont juste excellentes. Euh, donc, Mysteria, on va rappeler un peu le fait, hein. Mhm. Donc, Mysteria, c'est un Demon Lord. Donc, pour la call, on paye deux de gauche. Et on met deux spells de la drop zone dans sa soul. Donc elle a déjà un moteur de sauvegarde qui est excellent, parce que deux cartes en soul, c'est pas rien. Ah oui, tiens, je vais en profiter pour poser les règles. Mais ce qu'il faut, faut que les cartes spell qui se trouvent dans le cimetière soient dans le cimetière avant que vous ayez payé les deux gauches. Vous pouvez pas utiliser des cartes, des spells que vous avez utilisés pour la gauche et les mettre dans sa soul. Voilà, Ouais, juste. parce que voilà. Donc elle a double attaque et sauvegarde. Elle a lifelink 2. Mais bon, lifelink 2 encore, c'est pas énorme. Mais le fait d'avoir double attaque et sauvegarde pour une carte size 2, c'est vraiment énorme. Donc elle va très très bien dans le deck Demon Lord. Et sa version inverse, donc pour la call, on paye deux de gauche également. Et on peut mettre jusqu'à une spell de la drop zone dans la soul, donc c'est pas obligatoire d'en mettre une. Donc la Mysteria normale, bah, on peut pas mettre des spells, on peut pas mettre la spell par exemple avec laquelle on a payé le cost. Et quand elle est détruite, on gagne un life point. Donc elle a move et soul down. Donc deux de gauche pour avoir un de soul, euh, move, soul guard, et quand elle est détruite, on gagne un point de vie. C'est excellent, moi je trouve ça vraiment bien. Donc les deux sont viables dans le deck. Il y en a, on va dire qu'elles sont complémentaires entre elles. Bon, c'est deux size 2, donc faut pas avoir les avoir en même temps sur le terrain. Mais dites-vous une chose, c'est que s'il détruit votre inverse Mysteria, vous allez gagner deux points de vie. Et si là vous lui connaissez la Mysteria normale, le mec il va devoir encore rouler sur un ton. Donc voilà. Personnellement, j'ai surtout préférence avec Miseria, mais surtout avec sa synergie avec la carte numéro 2 du deck, qui est Darkness Final Mission Card World End. Donc, Ah, c'est un très bon impact. Donc, je vais te laisser le présenter. Hein. donc ouais, c'est vraiment un impact puissant et surtout intéressant. Ça fait des trucs qu'on voit nulle part ailleurs, ce qui rend le deck sympa à jouer. Donc, c'est un impact que tu poses, donc tu dois le poser à la fin de ton tour. Quand un Demon Lord sur ton terrain attaque, mets la carte du dessus de ton deck dans la soul de cette carte face cachée. Un point ruling, si tu link attaque avec deux Demon Lord, tu gagnes 2 de soul. À la fin de ta Voilà. phase d'attaque, si tu as 5 cartes ou plus dans la soul de cette carte, tu détruis toutes les cartes sur le terrain de l'adversaire, ses points de vie deviennent 1 et tu détruis cette carte. Au petit point de ruling, l'adversaire ne peut pas empêcher, enfin peut pas vraiment t'empêcher de mettre leur point de vie à 1 avec des cartes telles que cocheur, vu que c'est pas des dégâts que tu leur infliges. Ouais, Aussi, si l'adversaire a un lifelink sur le terrain, bah, il va en quelque sorte mourir puisque la carte sera détruite, ses points de vie deviendront 1, puis le lifelink s'activera, ce qui passera les points de vie à 0. donc Donc, ce genre d'impact contre les decks comme Ancient World qui a beaucoup de lifelink, dites-vous une chose, c'est pas mal. ça. Et contre à peu près tous les decks de manière générale, puisque tu rases le terrain adverse, ce qui fait qu'il a plus trop de ressources, et tu passes les points de vie à 1, ce qui fait que tu peux à peu près terminer le tour suivant. C'est ça. Donc voilà, deuxième carte très intéressant. C'est pas non plus la carte auquel il faut jouer à tout prix. Faut réfléchir quand même à chaque partie. Est-ce que la carte serait intéressante à jouer ou pas?
Parce que sinon, bah, si tu l'actives pas ou que tu mets ses points de vie à 1 mais que après il tue au tour suivant, t'auras utilisé une carte pour rien. Mais en tout cas, c'est une carte qui fait partie de l'arsenal et qui est vraiment bon d'avoir au cas où. En particulier vu qu'il y a la succubus qui te permet de la chercher. Ouais, parce que c'est une aussi. Ouais, c'est ça. T'es sûr qu'il y a quelques tuto de la Succubus? La tuto, elle peut tuto toute carte avec mission dans son nom et World Ah End, oui, c'est une oui, mission. c'est une mission, c'est une mission card, c'est vrai, j'avais pas vu. Voilà, donc bah, la Succubus, pour ceux qui savent pas, en fait, quand elle rentre sur le terrain, on paye 2 de life et on va tuto une carte avec mission. Donc il y a beaucoup de cartes mission dans Dungeon World, mais ça on en parlera dans le deck Night Dungeon Enemy. Voilà. Sinon la euh, quatrième carte, qui est la quatrième carte qui fait Demon Lord, pour moi c'est Hitblade Joker. Alors donc le Hitblade Joker, c'est une carte size 0 en soutien avec Mixeria. Enfin, en soutien, on va dire que c'est un peu. Je perds mes mots. Au pire, tu dis que c'est le lag qui fait ça. Non, mais donc, qu'est-ce que dit la carte? Vous pouvez la mettre depuis. Donc, c'est un size 0, vous pouvez la mettre depuis le terrain dans la soul d'un monstre Demon Lord de niveau 2 ou plus qui n'a pas de soul, qui n'a pas déjà de carte dans la soul. Et tant qu'il est dans la soul d'un Demon Lord, ce monstre gagne Soul Guard. Donc, bah, ça a vraiment un nombre de combos assez impressionnant. Le premier combo, c'est avec le château des Demon Lords, dont recherche la carte tout de suite. Le château qui dit, voilà, Demon Lords Dungeon, qui dit au début de chaque tour, tu peux invoquer un dungeon ennemi de niveau 1 ou moins. Donc en gros, tu vas rappeler cette carte à chaque tour pour redonner un soul à ton monstre. Ensuite, il y a tu et ensuite, ça permet vraiment de combo avec des Demon Lords qui ont de la défense mais qui n'ont pas de soul. Par exemple, il y a le lag Monarch qui est pas mal. Euh, Mhm. voilà, j'ai surtout vu ça. Tu peux aussi mettre dans un DU Krasar que l'adversaire n'a pas pu totalement terminer. Et tu peux, et là c'est maintenant que ça devient vraiment drôle, tu peux le mettre dans la soul de Def Asmodai et de Omnidai. Le Second Omni Demon Lord Asmodai et Inverse Second Omni Demon Lord Death Asmodai. Vu que ce sont des Demon Lords. C'est vrai que ce petit size 0 est vraiment bon. Euh, donc on va dire si vous jouez Demon Lord, c'est une carte à jouer obligatoirement. Donc c'est un staple qu'il faut jouer obligatoirement. Je me répète, mais vaut mieux le dire deux fois. Moi ça rentre dans ma tête. C'est ça. Donc, je pense qu'on a vu à peu près les cartes les plus qui définissent le deck le mieux. Mais c'est vraiment Ouais. pas pas tous. Enfin, et c'est vraiment pas limité à ça, Demon Lord. Il y a encore plein de cartes qui sont intéressantes, comme Steinblade Joker. Vous pouvez l'invoquer uniquement quand un Demon Lord est déjà sur le terrain. Et quand il attaque un monstre sur le centre de l'adversaire, vous détruisez ce monstre. Un petit size 0 qui peut détruire un Omnidai. Voilà. Sinon on pourra aussi noter. Sinon, bah, il y a bien évidemment les counters de. Ah oui, il y a aussi Enemin Gold Alpha qui dit vous choisissez un dungeon ennemi sur votre terrain, il gagne 1000 d'attaque, 1000 de défense et counter attaque pour tout le tour. Donc, généralement, ça va pas bloquer l'attaque comme le ferait Drago Energy, puisque 1000 d'attaque, 1000 de défense, c'est pas tant que ça.
Mais du moment que vos monstres a de la soul, par exemple Miseria il a 2 souls, bah à chaque fois l'adversaire sera obligé d'envoyer empaler ses monstres sur le vôtre durant tout le tour. Voilà. Après, donc c'est avec cela, je dirais. Oui, il y a aussi bien sûr Dominion Road, qui est un item qui coûte 1 de gauche et qui donne 1000 d'attaque, 1000 de défense à tous vos dungeons ennemis. Donc c'est vraiment ces surtout les 1000 d'attaque je pense, qui permettent de faire la différence entre une attaque qui passe pas. C'est vrai que même si c'est du plus 1000 en défense ou en attaque, c'est vraiment pas mal, comme tu as dit, ça permet de passer des paliers. Donc c'est pas négligeable, c'est une bonne arme en soutien à Demon Lord. Donc voilà. Oui, généralement je conseillerais si vous l'avez de jouer toujours centre fermé et de ne pas attaquer avec elle. Mais au moins ça forcerait l'adversaire d'attaquer vos tons, vos murs. Sauf si vous avez bien sûr Dark Miseria qui lui a move. Mais sinon, de manière générale, même s'il a 2 de crit, ça vaut pas forcément le coup. Euh, vaut mieux taper, vaut mieux le garder. Donc dans la plupart des match-ups, il vaut mieux avoir son centre fermé. Voilà. Tu as quoi que ce soit de rajouter sur les Demon Lord ou pas? Non, Demon Lord, c'est comme j'ai dit, c'est pas un archétype pour dire qui m'attire vraiment, mais c'est comme j'ai dit, c'est un bon archétype. C'est un bon archétype. Honnêtement, si vous montez un Demon Lord, les cartes dont on vous a parlé, c'est vraiment des staples qu'il faut jouer. Euh, donc c'est tout ce que j'aurai à dire sur cet archétype. Voilà, je pense que une personne qui se connaît bien en Demon Lord, c'est comment il s'appelle euh, Just Us League Swag, c'est une chaîne YouTube non, pardon, c'est Team Burning Infinity avec une. Je pense que c'est avec Joel. C'est peut-être celui qui est le plus attaché à Dungeon Enemy, à Demon Lord. Donc il a posté une decklist au tout début de Demon Lord. Peut-être il y a des trucs à mettre à jour, mais en tout cas je vous conseille d'aller chercher cette vidéo de Team Burning Infinity. Ça vous donnera une très bonne base pour le deck. Voilà. Donc, bah maintenant on peut passer pour moi l'archétype qui me semble le plus important du deck, puisque c'est celui qui, euh, qui a toujours été là quand Dungeon World était en train de dominer, c'est-à-dire le Adventurer Demon Lord Mix, qui maintenant est devenu Knight, euh, non, Dungeon Enemy Mix, vu que c'est Knight le sous-archétype d'Adventurer qui a pris la L'aventure, place. c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces trois archétypes qui composent le deck mixte? Alors pour moi, c'est vraiment un deck qui est vraiment, comment dire, il y a une très bonne synergie entre les trois archétypes. C'est un deck qui est vraiment stable, mais quand je dis stable, c'est très très stable. Si la decklist est bien construite, si le joueur sait jouer le deck, bah ça peut vraiment faire très très mal. Donc moi, pour commencer, on devrait peut-être, j'aimerais parler des Knights en premier, parce que comment dire, c'est ce qui m'a fait commencer Dungeon World quand j'ai vu les Knights. Donc on va commencer par les items des Knights. Donc c'est donc Aizen Tiger et Blitz Tiger. Donc c'est deux items euh, qui sont excellents. Donc en gros, Dungeon World est le seul world actuellement qui peut s'équiper de deux items. Donc c'est ces items que j'ai cités, donc Aizen Tiger et Blitz Tiger. Donc la première va gagner, si les deux sont équipés, elles ont deux effets complémentaires. Donc la première va gagner 4000 de power si l'autre est équipé, et l'autre va gagner 2 crits en plus. Et donc Non, non, c'est juste vraiment un. excellent. Oui, Juste un. Donc attends, je juste redonne un. les stats. Donc, Blitz Tiger donc, paye 1 de gauche, 4000 et 1 de critical avec Penetrate, gagne 4000 de Oui, puissance. c'est ça. Aizen Tiger, 1 de vie,
euh, 3002 de critical et gagne un de critical si l'autre est sur le terrain. Ah, j'ai cru qu'elle avait un crit de base. Pardon, excusez-moi. Donc, ces deux items, bah, ça sera les items du deck. Euh, elles sont tutorisables via les mission cards et un monstre. Donc, c'est deux items excellents et donc on va pas revenir sur les items du deck. Il y a juste ces deux items là qui sont excellents. Donc voilà. Voilà. Donc, donc oui, c'est clairement le fait d'avoir les deux items qui rend le deck un peu sauvage et quand ça part, bah, tu te retrouves avec deux items qui attaquent, un 16-2 sur le côté qui attaque, Tetsuya qui attaque et qui te fait restand un item. Ça fait très mal. Ouais, c'est ça. Dites-vous une chose, c'est que si vous avez comment dire, on va dire la Gao Formation hein, pour ceux qui suivent l'animé, en un tour, on peut infliger 9 dégâts, voire 10 avec les deux items Tetsuya et par exemple El Quirote. Donc on peut vraiment faire un OTK. Pour moi c'est vraiment quand je dis que le deck est stable, c'est surtout grâce à ça. Le fait de pouvoir faire du multi-attaque, euh, pouvoir tutoriser des cartes de son deck, pouvoir piocher, etc. C'est vraiment un deck stable. Donc euh, on va peut-être commencer par les adventureurs, non par les knights pardon. Donc les knights, alors dans le deck mixte, on joue pas beaucoup de knights. On va surtout jouer deux knights en particulier. Donc on va jouer Camille, donc Baptiste Knight Camille. Donc c'est un size 2. Pour le call, on doit payer 2 de gauche, si je me souviens bien. Ça fait longtemps que j'ai Un pas seul joué de le deck. gauche. Un de gauche. Un Hmm. seul de gauche. Bon. T'as vu, je m'inverse avec les gauches et tout. T'as vu, donc, quand il rentre sur le terrain, si on a un item typé, on va chercher jusqu'à un item knight dans son deck et on l'ajoute à sa main. On mélange le deck, hein, voilà. Et ensuite, quand il attaque, si on a deux items équipés, on gauche un. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça permet de tuto la deuxième item pour avoir les deux sur le terrain. Et si on a les deux, on gauche un. Donc, on va dire que Camille, pour moi, c'est x3, x4 dans le deck, euh, obligatoirement. Ensuite, on a El Quirote, notre cher El Quirote qui est passé de Dragonwand à Dragonwand. Donc, c'est un size 1. Il a un crit de base. Alors, son effet, c'est simple. C'est quand on va link attack euh, avec un autre adventureur, on gauche 1. Donc, c'est encore un moteur de gauche. Et si on a un adventureur item équipé, durant ce tour, il va gagner un critical et penetrate. Donc, dites-vous une chose, c'est que si on fait une attaque avec El Kirot et l'item Bill Steiger, vous allez infliger 3 dégâts en penetrate et vous allez gauger un. Donc pour moi, c'est les seuls deux knights qu'on va jouer dans le deck la plupart du temps, même s'il y en a certains qui sont vraiment bons. Je pense surtout à Rebellious qui permet de détruire des monstres adverses. Donc en gros, si on a deux items équipés, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque item, on va détruire un size. D'abord, on va détruire un size 1. Et si on a un deuxième un item équipé, on va détruire un size 2. Mais ça sera surtout une carte de side, à mon avis. Mais on peut toujours le jouer en tech card, vu qu'il peut être tutorisé. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les seuls knights qui peuvent être joués dans le deck. Les knights sont plus faits pour. Enfin, c'est vraiment le support aventureur qui pousse les knights au niveau où ils sont. Voilà, c'est ça. Dites-vous une chose, c'est que le deck knight en lui-même n'est pas top top. Il est un peu instable. Il n'y a pas comment dire, la synergie qu'il y a dans le deck mixte. Mais comme l'a dit Infinite Tool, c'est surtout les adventureurs qui vont pousser les knights à être, on va dire, meilleurs dans le deck mixte. Donc voilà. Mais par contre, donc,
au niveau des aventureurs, qu'est-ce qui est vraiment puissant là-dedans? Bon, bah je pense que je vais en parler. Alors, la première chose, ce sont les mission cards, et notamment Forme Party, qui permet de chercher n'importe quel aventureur dans le deck, du moment que vous avez activé une autre mission card après avoir posé votre Forme Party. Enfin, il faut avoir posé la mission card, c'est-à-dire que l'activation doit être résolue. Donc c'est vraiment ça qui donne toute la... qui fait que Knight est aussi stable, c'est grâce à ça où il vous suffit d'avoir un item forme partie, vous cherchez Camille, vous cherchez l'autre item. Vous avez fait un quart d'avantage assez dingue pour un deck aussi agressif. Donc avec ça, il y a différentes mission cards qui ont tous leur intérêt différent. Généralement, les plus utilisés, c'est Defeat Monster et Defeat Monster, Aim for the Link et Aim for the Link et The Teamwork. Ce sont les trois cartes les plus utilisées. Il y a aussi Rest at Nazaro Hot Spring qui est pas mal. Donc, on va dire que toutes les mission cards ont leur intérêt dans le deck. Moi, personnellement, je jouais surtout Defeat Monsters, From a Party et Rest at Nazaro Hot Spring. Donc, les autres mission cards, je les jouais pas trop. Mais honnêtement, les mission cards rajoutent vraiment un vrai bonus dans le deck. Donc, c'est des cartes, on va dire, des staples à jouer. Donc voilà. Faut pas en jouer trop par contre. Faut pas en jouer trop. Ouais, faut pas en jouer trop du tout. Si vous en jouez trop, vous allez avoir des mains mortes. Si vous en jouez pas assez, vous aurez du mal à, comment dire, à faire du card advantage, à aller chercher les cartes qui vous manquent. À démarrer. Ouais. Donc en plus de ça, il y a pas mal d'adventureurs qui sont puissants. Il y a Brave Drum qui sert qui a 3 de crit de penetrate, une chance sur 2, et qui en plus arrive avec un soul, donc c'est pas mal pour les débuts de partie, tour 0. Et surtout, il y a... C'est vrai qu'il est marrant, le fait de jouer à pierre feuille ciseaux pour savoir si on aura penetrate, c'est un petit truc qui me fait marrer, mais c'est vraiment une bonne carte, comme tu dis. Alors, moi ça me fait pas marrer par contre. Je déteste quand... Et donc, enfin, la carte surtout c'est vraiment Tetsuya qui fait que les adventureurs sont aussi malades. Vous link attaquer Tetsuya et et la weapon à 3 de critical. Vous restandez la weapon à 4 de critical, vous retapez, ça fait que vous avez fait 7 de dégâts grâce à une weapon et un size 1. Donc c'est vraiment malade. Voilà. C'est vrai que Tetsuya est vraiment très fort. C'est une carte difficile à trouver et on comprend pourquoi. C'est juste un truc de malade. Infliger 7 dégâts avec juste un size 1 et un item, c'est énorme. Voilà. Donc sinon niveau adventureur, il y a quelques cartes que je passerai rapidement qui sont sympas. Young Pop Alex, qui je pense mérite sa place dans à peu près tous les sideboards. Détruire un set spell sur le terrain adverse, c'est vraiment pas mal. Si peut-être l'adversaire a des set spells pour contrer votre archétype précisément, ou sinon ça peut être comme 72 Pillars où il compte sur des set spells assez puissants pour tourner au maximum. Legendary Messia Tazuku, qui au passage est dragon, c'est rigolo, qui peut être utilisé en quelques exemplaires. Vous pouvez par exemple faire formation triple size 1 avec Tezuku au milieu, taper avec Tazuku meurt à la fin de son combat, et vous avez le centre ouvert pour taper avec les items. Alors le plus drôle, c'est que si t'as Tetsuya et El Quijote à côté, ça peut faire très très mal sur le tour. Oui, ça fait très très mal. Sauf si l'adversaire te met un truc pour raser ton board, mais
avec des shields normaux, comme même un simple Blue Dragon Shield et Green Dragon Shield, ça, il va le sentir passer. Sinon, il y a aussi Province Baron Shido, qui est sympa. S'il y a un deck qui veut essayer de mettre des gros tons au centre. Euh, Eastern Swordman Zania, qui a move, sous certaines conditions qui sont très simples à réaliser. Donc voilà, ce sont les quatre autres aventureurs vraiment sympathiques. Voilà. Mais bien évidemment, le deck ne tourne pas sans le dernier archétype, enfin, c'est-à-dire les Ennemi. Dungeon Enemy et toutes les cartes qui se combinent Adventureur et Dungeon Enemy. Donc vas-y, C'est Kaïd. ça. Alors déjà, comme on a dit tout à l'heure, on a la Tourtel Incubus, hein, donc c'est la carte qui permettra de tutoriser les mission cards. Ensuite, il y a une autre carte que j'aime bien, c'est Bladewing Phoenix SD. Donc, lorsqu'il est pour le call, on paye un de gauche. Et si on a un aventureur sur le terrain, on détruit un monstre adverse. Donc, c'est vraiment pas mal. Euh, Surtout, par exemple, contre les match-ups difficiles de Dungeon, genre par exemple Raving Spirit. Donc, par exemple, la Size 3 va toujours rediriger l'attaque sur lui. Donc, un petit Bladewing Phoenix SD, le size 3 il se barre et vous êtes libre de faire les attaques sur le centre open de l'adversaire. Tiens, mais Y attends, a... j'ai justement envie de parler d'une anecdote avec Bloodwind Phoenix. Et je pense que Ah, si la personne qui m'a fait ça, est en train d'écouter le podcast, elle va certainement gigoter dans sa chaise. Mais en gros, j'avais réussi à poser, j'ai posé Burn Nova et j'ai pas réussi j'ai posé Burn Nova en mourant, tour 1, enfin tour au premier tour. Puis le tour suivant, j'essaye de l'attaquer mais j'arrive pas à le tuer. Il survit avec un point de vie. Et après, lorsque c'est de nouveau son tour, bah, il me pose, il fait continue, il invoque un adventureur et Bladewing Phoenix et peut me détruire mon Burn Nova comme ça. Donc c'était assez triste. ah, c'était assez triste. Voilà. Et donc après, en Dungeon Enemy, en fait, on va pas, par exemple, en jouant les trois archétypes, donc Adventureur, Knight et Dungeon Enemy, on va pas mettre certains archétypes, on va pas mettre plus de monstres d'un tel archétype par rapport à l'autre. Ça va vraiment être, on va dire, comment dire, je perds mes mots encore une fois. Euh, ça va être vraiment, par exemple, on va faire un tiers de Dungeon Enemy, un tiers de Knight, un tiers d'Adventureur, pour pas avoir des mains mortes, pour avoir un bon départ si on commence ou si on est deuxième. Et C'est vrai, il y a vraiment une... c'est c'est vrai, mais sauf pour les knights où les knights vraiment tu te contentes de mettre Camille, de mettre tes weapons. euh, Et c'est à peu près tout, je crois, au niveau des knights. C'est les knights. C'est vraiment le niveau adventureur, knight et dungeon ennemi où il faut que ça soit relativement équilibré. Voilà. Après, en spell, on a la continue, hein, donc c'est une spell qui fait, qui est vraiment très très fort. Donc, on paye un gauge et on va sélectionner un dungeon ennemi et un adventureur qui sont tous les deux size 2 ou moins depuis la drop zone. Et on va les call en payant leur call cost, hein, éventuellement, bien sûr. C'est pas gratuit. Et le fait de ramener à la vie des cartes, par exemple, qui sont parties, par exemple, Tetsuya, El Quijote, la Succubus, si on veut encore tuto une autre mission card, c'est vraiment pas mal. Donc, pour moi, Continuo, c'est vraiment une carte à jouer x3. x2, c'est pas suffisant pour moi, et x4, c'est beaucoup trop. Donc, 3, c'est vraiment ce qu'il faut dans le deck. Euh, Après, en spell, bah, on aura toujours les spells de base. Donc, à mon avis, on va commencer à parler des spells, si ça te dérange pas. Je veux juste reparler de quelques donc adventureurs qui
qui sont précisément faits pour l'hybride. Donc il y a Kazane qui gagne double attaque quand t'as un dungeon ennemi sur le terrain. Et Oh, t'as j'ai oublié la waifu de Jakku. Ah, il va m'en vouloir. et t'as Arthur Klein que là t'avais précisé au tout début du podcast. Voilà. Voilà. Ah oui, et au passage Continue qui est à la fois dungeon ennemi et adventureur pour Elle peut être, elle si peut être remise sous le deck par via l'effet de notre petit size 2 magique. Donc Mhm. voilà. Voilà. Donc ouais, maintenant tu veux vas-y parle des différents spells. Ouais, je voulais parler un peu des spells parce que c'est vraiment. Alors au niveau des spells, ils ont des bonnes spells pour gérer le terrain adverse. Donc je vais parler de Pillar on Fire. Donc Pillar on Fire, c'est une spell qui est activable en payant un de gauche. On détruit un monstre adverse avec 6000 de défense ou moins. Déjà, le fait de détruire un monstre à 6000 de défense, c'est énorme. Ce que la plupart des monstres, si vraiment le monstre dépasse les 6000 de défense, c'est que c'est vraiment un gros ton. Donc ça permet de gérer les size 2 facilement. Ensuite, on a Hidden Crossbow. Donc ça, c'est un Pillar on Fire un peu moins fort, mais tout aussi efficace. Donc là, on va détruire un monstre avec 3000 de défense ou moins. Après, il y Sans le a coup et la condition. Sans le oui, coup et la condition. sans le coup, la condition. Donc il y a pas il y a pas de gauche à payer. Après, il y a une spell que j'aime bien, c'est Rolling Stone. Donc ça, c'est surtout une carte de side pour certains decks. En fait, Rolling Stone, euh, c'est en gros vous et votre adversaire, vos monstres au centre, vous allez vider toute la soul et vous détruisez les monstres au centre. Mais la plupart du temps, vous jouez centre open parce que vous avez les items. Donc ça permet de gérer les gros tons au centre adverse. Bon, c'est un casse-cause de 2 de gauche, mais si ça permet de gérer un gros ton qui vous bloque depuis le début, c'est pour moi c'est parfait. Donc une bonne carte de side ou un stat ou une carte à jouer en main deck, peut-être x2, mais c'est vraiment une bonne carte en spell. Après on a continue hein, comme d'habitude. On a Dangerous Fuse, donc c'est une spell qui me fait un peu rire parce qu'en fait quand vous allez l'activer, vous allez regarder les 2 cartes au-dessus de votre deck, vous allez en révéler une à l'adversaire, et en fait, s'il trouve la carte que vous avez révélée, ça, les 2 cartes vont dans votre main, et s'il trouve l'autre carte, les 2 cartes vont en gauche. Donc, pour moi, c'est pas une carte qu'il faut jouer obligatoirement, c'est une bonne carte qui permet d'avoir de la gauche ou de la main. Donc c'est vraiment une carte normale, c'est pas pété, c'est pas fort, c'est pas nul. Ensuite, on a les spells de protection, donc on a Divine Protection of Shalsana. Donc c'est une spell qui s'active en payant un de gauche. Donc vous annulez l'attaque euh, et vous gagnez un point de vie. Donc c'est une bonne spell. Vous pouvez annuler tout type d'attaque et vous gagnez un point de vie. Après, il y a une autre spell, je ne sais plus le nom, c'est Quiescence of Cassiad, donc désolé si j'écorche la protection. Ça réduit les dégâts de 3, donc la part du temps, on va surtout jouer 4 Shalsana et 3 Cassiad. Et voilà, c'est à peu près les spells qu'on va jouer dans le Dungeon Mix. Après, si j'en ai oublié, Infinity, tu peux le dire. Non, non, t'as tout couvert. Voilà. C'est Bon. vraiment une line-up de défense qui est assez serrée. Il y a que 4 spells de. Il y a que 4 spells counter vraiment forts, puisque Rolling Stone n'est pas un counter. Mais, euh, mais en tout cas, ces 4 spells elles sont vraiment très puissantes, donc et elles font le café. Voilà. Donc, Voilà, je voilà. pense qu'on a à peu près fait le tour. Bah maintenant, avant de terminer le podcast, on pourrait parler des Impact Monsters qui vont arriver. Voilà. Vu que toi, tu as. Donc, ouais, je vais en parler un peu. Et si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Hein. Donc, pardon. Donc, pour ceux qui, pardon, ont commencé Buddy Fight récemment ou connaissent le jeu depuis plusieurs années,
Donc on est entré dans un nouveau format où les Impact Monsters sont arrivés. Donc les Impact Monsters, ce sont des monstres Impact qu'on peut call durant la Final Phase. Donc pour l'instant, on peut en jouer de 4 worlds différentes qui sont Star Dragon World, Dark Dragon World, j'en ai marre des dragons, et Magic World. Donc la plupart du temps, les Impact Monsters sont des gros tons qui sont size 2 ou size 3 avec beaucoup de crits la plupart du temps. Donc je vais en présenter quelques-uns. T'as oublié de préciser que donc ils doivent s'invoquer durant la final phase, mais ils peuvent attaquer pendant la final phase. Oui, voilà, je vais préciser qu'ils peuvent attaquer durant la final phase. Donc, pardon. Alors, les Impact Monsters sont apparus Unleash Impact Dragon, donc c'est la DBT01. Donc, pour l'instant, je dis son nombre de 4, mais actuellement, on en a de plus en plus qui sont révélés. Dans le prochain booster qui s'appelle Buddy Rave, qui est, on va dire, un gros mix de tous les worlds. On va dire que c'est l'équivalent d'une Fighter Collection Avant-Garde, même si là, il y aura plus de cartes. Donc, on a d'abord le Dragon World. Donc, je vais en présenter quelques-uns. Je vais pas tous les présenter parce qu'il y en a pourtant, il y en a quand même pas mal. Ça présente surtout Dungeon World aussi. En tout cas, faudrait que tu les présentes. Ouais, donc je vais commencer par le Dungeon World qui a été révélé. Donc, c'est un Demon Lord, si je me souviens bien. Donc, il s'appelle. Comment il s'appelle Donc, il s'appelle Deu Cruzar. Là, non, il est chiant. Donc, alors, Deo Cruzar, seconde manifestation, Demon Knight. Donc, c'est un size 3, Impact Monster, il a 9000 de power, 3 crits et 5000 de défense. Donc, il est Dungeon Enemy et Demon Lord. Donc, pour le call, on paye 3 de gauche et on le met au-dessus d'un Demon Lord, d'un monstre Demon Lord sur notre terrain. Quand il rentre sur le terrain, on peut appeler jusqu'à Demon Lord depuis votre main sans payer le call cost. La carte que vous avez call devient size 0 jusqu'à qu'il quitte le terrain. Et il peut attaquer durant la final phase. Donc, c'est vraiment fort parce que déjà le fait d'avoir un size 3 avec un monster à 3 crits qui permet de call une carte de la main sans le call cost et de le faire devenir size 0, c'est énorme parce que par exemple on call Mysteria, on peut coller d'autres size 2 Demon Lord, ou même on peut même le jouer dans un mix Demon Lord avec des Adventurers par exemple. Donc c'est vraiment pété. Pour moi c'est vraiment un très bon Impact Monster. Ensuite, je vais parler des Impact Monsters qui sont sortis dans la DBT01. Attends, il y a aussi un autre Impact. Il y en a aussi un autre Impact Monster pour Dungeon World qui est celui pour les Knights. Je l'ai pas vu celui-là. Rebellious Rebellion Rhapsody. C'est donc size 2. Vous pouvez uniquement appeler cette carte quand vous avez 2 items équipés. Vous payez 2 de gauche. Et aussi vous devrez certainement payer une carte vu que vous serez obligé d'oversize. Pour chaque item sur votre terrain et sur le terrain adverse, cette carte gagne 1 de critical. Ce qui veut dire que généralement il sera à 5 de critical. Avec 2 de critical de base, plus 2 avec vos 2 items et 1 sur le terrain adverse. Et à Penetrate. Sachant qu'il a Penetrate, voilà, ça je voulais le préciser. Alors, les items en Penetrate, l'Impact Monster à Penetrate, El Quirote à Penetrate. Voilà, donc je l'avais pas vu. J'avais pas vu cet Impact Monster, donc pour moi, il est vraiment bon. Je le trouve vraiment excellent. Il est vraiment, il est bon. Il est bon. Sachant que si je me souviens bien, dans le deck mixte, la plupart du temps, il jouait pas trop d'impact. Donc là, on va dire qu'on a vraiment un très bon impact à mettre dans le deck, peut-être x2, vu que c'est un Adventurer Knight, donc il peut être tutorisé. Donc voilà. C'est ça, je jouerai pas plus sinon... vu qu'il faut, faut quand même être en place, donc on peut pas non plus trop le jouer.
Ah ouais, ça c'est sûr. Moi je pense que vraiment x2, ça serait vraiment le maximum. Alors, pour les Impact Monsters de la de la DBT01, on va commencer par Ball Dragon, Ball Bust Smasher. C'est, comment dire, c'est, oh putain, mon dieu, c'est l'impact qui m'a, contre qui j'ai perdu au BSF avant tout de suite. Euh, donc, déjà, le fait de me souvenir de cette carte, ça me fait un peu mal, tu vois. Donc, pour le call, il faut payer 3 de gauche et le mettre au-dessus d'un Sun Dragon. Il a 3 crits de base. Pardon, il a 4 crits de base. Comme quoi, c'est fort. Il a 11 000 de power et 6 000 de défense. Donc, comme je dis, 3 de gauche et on le met au-dessus d'un Sun Dragon. Et si cette carte attaque toute seule, elle ne peut pas être annulée. Mais vous pouvez activer des spells qui réduisent les dégâts. Donc Black Dragon Shield, Shilax, ou je sais plus c'est quoi qui réduit les shields dans Magic World. Oui, c'est ça. Mais là c'est Shilax, bah voilà, pour une fois je me trompe pas. Donc si vous avez ce genre de spell, c'est bon, mais si vous avez pas, si vous avez que des spells qui disent annuler l'attaque, non, vous ne pouvez pas. Donc vous prenez un crit 4 dans la gueule et c'est ce qui m'a fait perdre le match contre Sun Dragon. Putain, j'ai encore mal, tu vois. Ensuite, on a Abigail Vanishing Death Hall. Donc l'archétype Black Dragon est parti dans un nouveau, on va dire nouveau délire. Donc maintenant c'est un peu comme à la Yugi le deck meule. Donc les nouveaux Black Dragons font ça. Et justement le nouvel Impact Monster Darkness Dragon World sur le Black Dragon est en synergie avec cette mécanique-là. Donc on paye 3 de gauche et on détruit un Black Dragon vous détruisez un Black Dragon sur votre terrain. Lorsqu'il rentre sur le terrain durant la Final Phase, vous détruisez tous les monstres sur le terrain autre que cette carte. Donc vous détruisez vos propres monstres et les monstres adverses. Mais la plupart du temps, si vous avez bien géré, vous aurez juste un monstre et vous allez le détruire justement pour call cet Impact Monster. S'il y a 6 cartes ou plus dans la drop zone adverse, il gagne 3 critical en plus, donc il gagne critical 6. Et s'il a 12 cartes ou plus, lorsqu'il attaque, l'attaque ne peut pas être annulée. Donc on peut toujours activer les cartes pour réduire les dégâts, mais comme l'attaque Monster Ball, si vous n'avez pas de ce genre de spell, là vous ne prenez pas un crit 4, mais un crit 6 dans la gueule et ça fait très très mal. Euh, Ensuite, on a l'Impact Monster Star Dragon World qui est Jackknife Full Liberate Cannon, pardon. Donc la plupart du temps, cet Impact Monster ne sera pas joué dans la version Aster. Peut-être qu'il y aura une autre version autour justement du nouveau support Star Dragon World. Donc on paye 3 de gauche et on met cette carte au-dessus d'un Néo Dragon sur votre terrain et vous mettez une carte de votre zone dans la soul de cette carte. Donc à la fin de la battle, on peut mettre jusqu'à 3 Dragon Arms depuis la soul de cette carte en drop zone et si vous le faites, vous infligez des damages égaux au nombre de cartes en drop zone. Donc elle a 6000 crit 2, 6000 de défense. Donc on peut taper pour 2, infliger 3, donc ça fait du 5 dégâts en final phase. Donc c'est pas dégueulasse, c'est pas pété. Donc sachant que si l'adversaire utilise cette carte et met ses Dragon Arms de sa soul en drop zone, il perdra des effets Dragon Arms. Donc je vais pas en citer, mais si vous connaissez à peu près les Dragon Arms, vous savez que c'est vraiment des très bonnes cartes. Ensuite, on a un pour les FIF Omni. Je vais présenter le vite fait. Hein, je vais pas tout vous présenter les Impact Monsters. Je vais vous présenter ceux vraiment pour moi qui sont vraiment importants. Alors, il s'appelle FIF Omni Cavalry Dragon R7 Divine Execute. Putain, il y a 2 fois Dragon dans l'impact. Ça me donne la gerbe. Donc, il a 8000 de power de crit, 6000 de défense. On paye 2 de gauche et on met jusqu'à 2 Armand Dragon sur votre terrain dans la soul de cette carte. Et lorsque vous prenez des dégâts, vous gaugez 1, vous gagnez 1 point de vie et vous pêchez une carte. Et il a sous le garde. Donc, c'est un bon impact pour les FIF Omni.
il est en synergie avec l'archétype, donc c'est vraiment très très fort. Et pour finir, je vais présenter l'impact monster Magic World. Donc Magic World, où es-tu? Magic World, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Bah attends, je vais le Ah voilà, présenter. Asmodai. Sinon, je peux le présenter. Vas-y, Donc attends, vas-y, tu le poses, donc c'est deux de gauche, tu le poses sur un de tes 72 pillars, c'est ça? c'est ça. Et tu renvoies toutes les cartes sur le terrain adverse dans leurs mains et tu leur infliges un dégât par carte que tu as renvoyé. Voilà, Donc, donc c'est vraiment fort. Moi, je trouve ça un peu pété. Genre, voilà, quoi. Par exemple, l'adversaire a des monstres avec soul guard. Vous allez les gérer un par un pour enlever toute la soul. Ils sont encore là. Vous faites l'impact monster. Tu les voulez remonter en main et hop, voilà. Quoi. Donc c'est vraiment une bonne carte. C'est une très très bonne carte pour 72 pillars. Puis l'artwork me fait bien marrer. On voit Asmodee s'énerver avec les autres 72 pillars qui sont terrorisés. Pardon, excusez-moi. oui, Asmodai qui est professeur. Voilà, il est professeur. Et je sais comment un démon peut devenir professeur, sérieusement. Donc voilà, c'est à peu près les Impact Monsters qui sont sortis actuellement. On en a d'autres qui vont encore sortir. Euh, tous les Worlds auront leur Impact Monster, ça c'est sûr et certain. Même si certains sont meilleurs que d'autres, euh, ce qui est normal, hein, on est dans un TCG, forcément, qui dit TCG dit forcément certaines cartes qui seront meilleures que d'autres, mais bon, ça on a l'habitude. Donc voilà pour les Impact Monsters. C'est vraiment une nouvelle façon. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle façon de jouer. Donc le fait d'avoir une attaque en plus durant la final phase, c'est pas mal, sachant que certains worlds avaient pas des impacts de ouf. Genre par exemple Ancient World qui avait pas vraiment d'impact, qui était top. Donc là, il va avoir des Impact Monsters. C'est une nouvelle façon de jouer. C'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, bah tant qu'on y est sur les impacts, je vais rappeler quelques rulings au niveau de ces impact monsters. Donc la règle, Vas-y. c'est vous pouvez impact monster une seule fois par tour depuis votre main durant la final phase. Mais tout ce qui est effet d'invocation, on va dire spéciale des impacts, de ces impact monsters, par exemple si vous faites Art of Body Replacement Asmodai sur votre Impact Monster Asmodai, que vous faites Continue sur le nouveau de Demon sur le nouveau Knight Impact, tout ce genre d'invocation, ce n'est pas considéré, cela ne prend pas votre invocation unique d'impact du tour, et ce n'est pas obligé d'être fait pendant la final phase. Voilà. Et les impacts peuvent aussi attaquer durant durant la phase de combat normale. Ils sont considérés à la fois comme des monstres, donc peuvent être détruits en tant que monstres, et comme des impacts, donc techniquement vous activez et invoquez vos impact monsters. L'adversaire peut utiliser le Secret Formation qui annule l'invocation des impacts pour annuler votre impact monster. Voilà. Voilà. Bon, bah, je pense que Bon, c'était je pense qu'on a tout dit, hein. un podcast assez dense. Voilà, j'espère que vous avez Ouais. apprécié et peut-être une prochaine fois pour un autre podcast. Allez. Allez, à une prochaine, les gens.